Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Les vraies voix de l'emploi avec effectivement notre expert emploi, Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Et en mars 2017 et février 2020, deux précédents gouvernements ont innové en matière de lutte contre les discriminations avec la mise en place d'une campagne qui s'appelle Name and Shame, jetant sur la place publique le nom de grandes entreprises aux pratiques douteuses dans leur recrutement. Le testing, alors mis en place, était exclusivement intéressé aux discriminations en matière d'origine. Pour autant, les discriminations vont bien au-delà de ce seul critère. Le handicap, l'adresse, les inégalités hommes-femmes, la situation familiale, la fracture numérique, l'apparence et l'âge nécessitent une vigilance accrue. Et au sommaire de cette émission, les mesures des campagnes de Name and Shame des entreprises ont-elles contribué à lutter efficacement contre les discriminations liées aux origines? Et quelles sont les formes de discrimination bien au-delà du recrutement? On en parlera avec le sociologue Jean-François Amadieu. Et en ces temps de réflexion et d'annonce, une prochaine réforme des retraites, la priorité n'est-elle pas à l'emploi et plus particulièrement l'emploi des seniors? Et pour finir, colonel, y a-t-il un avenir après une carrière militaire? Et puis du concret, puisque dans la dernière partie, avec des témoignages nourris de deux ex-gendarmes qu'on aime beaucoup, on vous souhaite la bienvenue dans les VV de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et pour démarrer avec vous, Jérôme Laverny, petit état des lieux justement sur ces discriminations, sur ces campagnes, à nous expliquer Name and Shame. Alors petit état peut-être méthodologique, disons-le, il y a une version 2017 et 2020 de cette campagne qui a consisté à nommer, donc dénoncer des entreprises. Ce n'est pas la grandiloquence manifestement qui fait l'efficacité, puisqu'on n'aura pas, et j'espère en tout cas, des versions 2022. Donc trêve de grandes envolées lyriques, c'est pas ça qui résout les problèmes. D'autant que cela avait l'indécence supplémentaire de passer sous silence les autres discriminations qui, elles, par contre, ont perduré, ont un peu évolué, car évolution des temps, changement des temps. Avec le Covid, on a découvert qu'il y avait une fracture numérique, et ça fait mal, la fracture. On ne peut difficilement que mettre un plâtre. Donc, il va falloir passer en revue ces différentes discriminations, comment elles ont évolué. Et puis, vous le disiez, dans la perspective de la réforme des retraites, est-ce qu'il ne serait pas enfin temps de se pencher un petit peu sur l'emploi des seniors, car pour dévoiler un secret qui n'est pas un secret, mais ayant souhaité sensibiliser le précédent gouvernement sur l'emploi des seniors, je me suis vu opposer à une réponse du défenseur des droits consistant à dire: bon, cette discrimination-là, elle n'est pas si grave, car en fait, on s'occupe des autres. Alors là, il est peut-être temps ce soir, et entre tous que nous sommes, de se pencher un petit peu sur le sort des autres. Nos invités, Jean-François Amadieu, sociologue et spécialiste des discriminations, auteur de La Société du Paraître, le poids des apparences et DRH Livre Noir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec Walid Atroubi, bonsoir. Directeur du cabinet ACE en France. On parlait de cette campagne, Jean-François Amadieu par exemple, nouvelle campagne Name and Shame sur les origines de 2022. Est-ce qu'elle a été bénéfique finalement ? Non, alors le Name and Shame, je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Je faisais partie de ceux qui trouvaient que c'était peut-être pas mal, parce qu'on pensait que les entreprises qui ont sur des produits de grande consommation, les entreprises de services, peut-être se diraient quand même, pour nos clients, c'est un peu embêtant, notre image va être dégradée. Et puis, malheureusement, on a constaté que c'était pas efficace. Je vais être précis. Il y a une entreprise, je sais pas s'il faut la citer ici, qui a quand même été épinglée 3 fois. Enfin, on peut le dire, c'est public. Oui, bien sûr qu'on peut et 3 fois de suite par la HALDE, puis 2 fois par le gouvernement dans les derniers Name and Shame. Il s'agit du groupe Accor, donc c'est l'hôtellerie-restauration. 3 fois, on signale qu'il y a des discriminations sur les origines. On peut pas dire que le Name and Shame est vraiment ému grand monde. Et la dernière fois, c'était assez cocasse. On a même vu l'exécutif venir expliquer qu'on allait charger quelqu'un de venir expliquer, sensibiliser aux discriminations dans le groupe. C'est une blague. Enfin, si les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Non, concrètement, vous avez des caractéristiques ou disons une certaine inertie. On le voit d'ailleurs aux États-Unis, il faut le dire, c'est la même chose. Il y a une sorte de taux un peu incompressible de perte de chance ou de discrimination en raison du patronyme ou des origines. Et on voit la même chose une fois de plus dans d'autres pays. Donc et ça, c'est difficile à changer. Donc le name and shame, un peu, je dirais, pas très efficace. Et puis je rejoins ce que Jérôme Laverny disait très justement. Ce qui est vraiment choquant dans les derniers testings de l'exécutif, c'est que je ne comprends pas comment on peut tester le comportement des entreprises au recrutement et avoir oublié les 2 premiers sujets
que déclarent les demandeurs d'emploi, c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits, qui sont d'abord l'âge. Et en effet, c'est les seniors, d'abord, le problème aujourd'hui. La ministre le disait encore hier, et on sait qu'il faut pousser les entreprises à changer. Mais pourquoi n'a-t-on pas fait déjà des testings sur ce sujet? Quand on en fait, je peux vous assurer que les chiffres sont pas bons. Et malheureusement, quand vous avez plus de 50 ans, je préfère même pas parler des gens qui ont plus de 60 aujourd'hui. Mais bon, c'est dramatique. Donc là, maintenant, il y a la prise de conscience, mais on a quand même perdu quelques années, beaucoup de temps. Et pourquoi ne pas l'avoir fait? Et puis, il y a d'autres sujets de discrimination sur lesquels on viendra, qui sont extrêmement importants et qu'on ne veut pas voir. Un spécialiste, justement, du recrutement. Oui, Walid Atroubi, quels sont les 3 principaux motifs de discrimination? Du coup, l'origine, le sexe et l'âge. Maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et concrètement, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait dans une émission précédente avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché de candidats. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'offres et on n'a pas de candidats. Donc naturellement, si on n'a pas réussi à forcer avec des pénalités, avec une mauvaise publicité pour l'entreprise, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on manque de main-d'œuvre. Donc naturellement, les gens sont obligés d'ouvrir leur scope et regarder un peu différemment. Pas parce qu'ils ont envie, mais parce que fatalement, ils n'ont pas le choix. Oui, mais est-ce que cette position du pas de choix va finalement peut-être changer les choses, de se dire, bah voilà, j'ai une attitude un peu discriminante parce que dans des situations actuelles, enfin normales, dites normales, je l'aurais peut-être pas le pris, et finalement, il est très efficace et tout va bien. J'ai envie d'y croire et j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça. Après, il faut savoir une chose sur les critères de discrimination, on en parlait tout à l'heure, il y en a 25 de référencés. Ce qui est assez intéressant lorsqu'on discute avec des gens qui pratiquent cette discrimination, c'est que pour la plupart, on disait tout à l'heure qu'effectivement, c'est assez incroyable de ne pas s'en rendre compte, mais pour certains, dans les 25 critères, il y en a que du coup, qu'on prend à la légère, où on n'a pas l'impression forcément de discriminer. Mais pire que ça, c'est que lorsqu'on parle, je sais pas, par exemple, l'accès au handicap, par exemple, on va naturellement vous dire, on n'a pas de rampe. Mais en soi, donc, ça paraît très simple dans la phrase prononcée, et on ne se rend pas compte que forcément, on discrimine. Juste pour compléter, c'est que souvent, quand on parle avec des gens qui discriminent, la réalité, c'est que on va toujours nous dire que c'est pas soi. Ça veut dire qu'on va dire que nous, on n'a pas de problème avec telle personne ou tel âge ou telle origine. On va dire dans l'équipe où mon opérationnel, parce que souvent on discute avec des RH, et l'opérationnel, on va me dire l'opérationnel ne veut pas ci ou ne veut pas ça. Et on va lui expliquer que, en fait, ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, de toute façon, c'est quand même interdit. C'est pas parce que c'est pas vous directement, mais c'est quelqu'un d'autre, ça reste quand même interdit. Donc j'ai envie de croire qu'on essaye d'avancer. Mais il y a 2 autres exemples qui sont frappants. Prenez par exemple l'adresse. Pour plein de gens, choisir quelqu'un qui habite à côté, c'est normal. Et ne pas prendre quelqu'un qui est plus loin. C'est totalement assumé. En cas de grève de transport, c'est peut-être pas mal. Exactement. Il y en a. Mais non, mais bien sûr. Non, mais du coup, bien entendu qu'il y a des raisons. On peut toujours expliquer. C'est plus commode, etc. Mais c'est dans les 25 critères. Et pour beaucoup, c'est normal. Mais prenons un autre exemple. Recruter l'hôtesse d'accueil qui va être sympathique et jolie et mince, etc. et jeune, ou le vendeur et la vendeuse qui séduit le client. Là, c'est des critères physiques. Ou ne pas vouloir dans l'industrie prendre quelqu'un qui est un peu gros et qui peut-être posera problème, etc. Mais là, c'est totalement assumé. Je voudrais quand même compléter dans les motifs principaux de discrimination, il y a l'apparence physique. On en parlera dans quelques instants. Restez avec nous. Bienvenue dans les VV avec Jérôme Laverny. Vous savez, notre expert emploi. Et vous, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous n'êtes pas d'accord avec nos invités ou si vous voulez apporter quelque chose. On vous attend au standard. Restez avec nous. À tout de suite. Et les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny. On parle de discrimination, Jérôme, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et pour que au plus aucun DRH ne fasse l'objet d'un livre noir sur les DRH, il serait précieux qu'on impose la lecture de cet ouvrage, La Société du paraître, car c'est vrai que l'apparence est au premier chef. Allez, défendons sa crèmerie. Moi, je suis petit. Alors, recourons à Montaigne, parce que dès 1580, ce grand monsieur, pour le coup, qui était Montaigne, tout en étant petit, dit bien qu'être petit, c'est un défaut, qui n'a pas seulement l'inconvénient de la laideur, mais l'incommodité, et notamment à ceux qui ont des commandements et des charges. Car l'autorité que donne la belle prestance et la majesté, etc., eh bien, ça on est dépourvu. On est en 1580, il dit immédiatement après, la beauté de la taille est la seule beauté des hommes, les autres beautés sont pour les femmes. Alors attention, il y a la beauté la discrimination qui marche à l'envers. C'est-à-dire que
la beauté peut être aussi une sorte de discrimination, c'est-à-dire un surchoix par rapport à des candidats. Et c'est vrai que nous sommes dans une société de l'apparence où, alors là, pour le coup, indépendamment de la taille, on paye cher parfois le cheveu blanc. Oui, c'est une vraie question en fait. Walid Atroubi, quand on a certains métiers de représentation, quand on a certains métiers de sport, forcément c'est discriminant pour certaines personnes. Forcément, peut-être de dire que si vous faites vous avez une entreprise de sport, est-ce que vous allez engager quelqu'un d'obèse ou comment on fait dans ces moments-là? Est-ce qu'on assume? Comment ça se passe? Déjà, en tant que cabinet de recrutement, c'est un critère qui rentre pas en ligne de compte pour nous. Ouais. Lorsque le client nous parle de ce qu'il recherche, on va s'attacher aux compétences. On va lui faire clairement comprendre que nous, ce sont les compétences qui vont nous intéresser. Et on va lui transmettre les compétences. Maintenant, par rapport aux critères dont vous parlez, certainement que c'est fait, puisqu'on le voit, vous parlez tout à l'heure de tests où l'apparence va jouer, en tout cas, les entreprises vont s'attacher à y faire attention. C'est une discrimination. C'est une discrimination, clairement. Maintenant, je pense que, encore une fois, pour moi, l'essentiel... Est-ce qu'elle est tolérée, celle-ci? Je pense qu'elle est tolérée parce qu'elle est tolérée par la société de façon générale. Est-ce que vous l'entendez oralement, dans une conversation téléphonique ou autre, d'un employeur qui vous dit, bon, là, le candidat, ça n'allait pas parce que... Dans le micro. Alors ça, on l'entend plus. Moi, je fais ce métier depuis 15 ans. On l'entendait il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, et je le disais avec la force des réseaux, je pense que c'est surtout par peur que du coup, on ne l'entend plus. Et je pense que maintenant, ils font attention à ce qu'ils disent. Maintenant, ça existe, oui. Factuellement, ça existe. Mais généralement, ils ne passent pas par un cabinet pour faire ça. Voilà. Et s'ils vous disent que ça ne fonctionne pas, ils vous diront que c'est sur un autre... Exactement. Voilà, la personne n'est pas très agréable. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un autre souci. Mais on m'a souvent dit que la plus grosse discrimination, c'était la discrimination par l'âge. On disait tout à l'heure les seniors à 50 ans, et encore c'était 55 ans il y a 20 ans, et maintenant on est plutôt à 45 ans. C'est vraiment ça la première discrimination. C'est amusant d'ailleurs à un moment où on veut augmenter la durée d'années de cotisation pour prendre la retraite. Si les entreprises veulent pas des gens, ça va être compliqué. Mais alors, pour moi d'expérience, c'est l'âge, mais c'est aussi le sexe. Je le disais tout à l'heure, les plus discriminés pour moi sont les femmes, puisque du coup on entendait ou on entend souvent je ne veux pas de femme pour ce poste-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'âge rentre en ligne de compte, mais la double peine, c'est l'âge et le fait d'être une femme. Et pourtant, il faut distinguer quand même la discrimination au recrutement et après le recrutement, Jean-François Média. Oui, exactement. Parce qu'en fait, dans si vous prenez les activités industrielles, beaucoup de types d'emplois, en fait, vous avez, vous avez des employeurs qui vont privilégier, c'est ça qu'on constate, dans certains cas des femmes, dans certains cas des hommes, parfois pour compenser ce qu'ils faisaient avant. Et au total, quand on regarde au recrutement, c'est pas la discrimination la plus importante, la question du sexe. Ça va être l'âge, ça va être l'apparence, ça va être les origines, le handicap, etc. Et en fait, c'est plutôt ensuite dans les déroulements de carrière, les écarts de salaire. Là, on sait qu'évidemment, il y a une grosse difficulté entre hommes et femmes. Et là où je vous rejoins évidemment sur la question de l'accès des femmes, c'est l'accès des femmes à certains types d'emplois, ou des hommes à certains types d'emplois. Si un homme veut être hôte ou hôtesse d'accueil, ça va être plus compliqué. Dans des emplois industriels, on continue à peiner sur les femmes, mais pas partout. Donc c'est pour ça que pour les femmes... Dans le bâtiment, par exemple. Voilà, exactement. Ouais. Ça dépend vraiment, y compris dans l'industrie, ça peut dépendre des emplois. C'est très sensible au type d'emploi. Et j'ai même, dans une grande firme multinationale, une fois regardé en détail, c'est assez drôle, c'est que selon les services, les entités, il y a des endroits où ils vont privilégier des femmes, à d'autres endroits des hommes. Au total, on arrive à un niveau 0 de discrimination, mais c'est l'addition de 2 discriminations sans s'inverser. Oui, j'ai travaillé pour eux et je sais que c'était des discriminations dans les 2 cas. Mais au total, ça faisait 0 à l'arrivée. Vous voyez, c'est ça. Comment on fait dans un cabinet de recrutement, Walid Atroubi, justement, si vous n'avez pas de... si vous êtes une entreprise, et vous devez forcément d'avoir autant de femmes que d'hommes, ou en tout cas une parité la mieux respectée possible. Si vous n'avez pas de femmes qui viennent, comment on s'organise en fait? C'est un vrai souci. C'est un vrai souci, mais encore une fois, on s'attache à expliquer que ce sont les compétences qui vont être mises en avant. Si du coup, au niveau des compétences, on a tel ou tel CV, tel ou tel sexe, la question pour nous ne se pose pas dans le recrutement. C'est qu'on va donner ce qu'on a à proposer à notre client. Peut-être ce qu'il faut dire qui est un point très important, c'est que quand on dit l'inégalité principale et les discriminations qui frappent les femmes, ça va être parce qu'il va y avoir un deuxième critère dans les 25 qu'on a mentionné, qui va venir aggraver considérablement leur situation.
Voilà, ça peut être les femmes seniors dans certaines activités, et on sait que ça va être compliqué pour elles. Dans les enfants en contact avec la clientèle, voilà. Oui. La femme enceinte, Oui. la femme qui a situation matrimoniale, c'est effarant. Il y a encore plein d'employeurs qui vont regarder si vous êtes marié, divorcé, si vous avez des enfants. Ce qui est et qu'est-ce qu'il faut complètement interdit. Qu'est-ce qui est bien? Mais parce que l'employeur n'a pas, mais parce que l'employeur préfère recruter quelqu'un qui n'aura pas la charge de ses enfants en bas âge, qui est une femme en situation monoparentale, qui assume seule ses enfants. Ça n'intéresse aucun employeur. Donc, parce qu'elle est susceptible d'être moins disponible, etc. Donc, la situation matrimoniale, être marié, avoir des enfants avantagera un homme, va désavantager une femme. Professionnellement, c'est comme ça. Et puis, l'apparence physique. Jérôme Laverny mentionnait la petite taille pour les hommes. L'équivalent pour les femmes, c'est le surpoids et l'obésité. C'est dramatique pour l'emploi. Et évidemment, ça va se cumuler. Donc, vous voyez, il faut, quand on raisonne homme-femme, on oublie que c'est femme plus d'autres caractéristiques qui vont être catastrophiques. Quelles sont les discriminations vis-à-vis des hommes, à part ce on disait tout à l'heure, le classique, les origines, qu'est-ce qu'il y a de... Parce qu'on a l'impression que chez les femmes, il y a plus de points de discrimination. C'est ce que dit Montaigne. C'est ce que je disais. Il y a plus de beauté pour les femmes. Donc, tout d'un coup, il y a plus de critères qui sont susceptibles de pouvoir accrocher une discrimination. Mais c'est juste ce que vous dites. Il y a des critères qui sont communs. L'adresse, ça va être des critères communs. Ouais. Les origines sociales aussi. Mais vous avez raison, c'est l'avantage du cumul qui va concerner les femmes. Pour l'origine, on est plus regardant, en tout cas de ce qu'on voyait. J'ai l'impression que sur les origines, on est plus regardant chez les hommes que chez les femmes. Ouais. L'âge en moyenne, c'est aussi beaucoup les hommes, quand même. Par contre, une conséquence concrète pour nos auditeurs, au moment de constituer un CV, en tout cas moi, c'est ma recommandation, rien ne doit figurer dans le CV qui soit incontournable touchant à la vie privée en lien avec l'activité professionnelle. Il n'est pas nécessaire de dire qu'on est divorcé ou marié. Ça n'intéresse pas l'activité professionnelle. Bien sûr que la question peut être posée lors de l'entretien, mais lors de l'entretien, c'est très différent qu'au moment de lire. Est-ce qu'on a le droit de mentir? De toute façon, le principe qu'on n'a pas le droit de vous poser la question. Oui, déjà. Vous avez le droit de mentir. Mais si on vous la pose... On ne peut pas vous la poser. On vous la pose systématiquement dans un entretien d'embauche. Vous êtes marié, vous êtes en couple... Mais à ce moment-là, libre à vous de répondre ce que vous voulez. Et puis si vous êtes pris, vous verrez après. J'ai plusieurs maris. Vous confirmerez que vous avez 2 enfants. Mais avant, vous faites ce que vous voulez, puisque la question n'a pas à être posée. Donc elle est posée parce que les gens ne sont aussi pas formés à faire des entretiens. C'est un peu la même chose que de mettre une photo. Si vous voulez mettre une photo avec des filtres, photoshopper ce que vous voulez, vous mettez bien ce que vous voulez. Donc ces informations, mais certains n'en ont pas besoin. Mais vous n'avez pas besoin de donner en effet plein d'informations. Alors c'est toujours un peu délicat parce qu'on se dit qu'on va rompre une relation de confiance, mais c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on a le droit de mettre une fausse adresse? Posez une bonne question. On peut penser que oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, même pour l'âge et pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'est pas une caractéristique. L'employeur ne pourra pas vous dire, mais de ce fait, je vous ai recruté parce que vous m'aviez dit que vous habitiez pas loin. Il ne pourra jamais le faire. Puisqu'il ne peut pas utiliser ce critère. Et vous pourriez déménager dans l'intervalle, et c'est tout à fait possible. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais tout jeune étudiant, il y a bien des années, je me souviens qu'il fallait éviter de dire qu'on était à l'hôtel. Il fallait avoir une adresse, etc. Il y a des enjeux comme ça. Moi, j'ai connu aussi un cadre qui changeait son prénom, utilisait un deuxième prénom. Parce que sinon, il aurait été discriminé sur ça. Dans les mobilités de région à région, c'est très important dans les mobilités de région à région. C'est très périlleux d'indiquer une adresse hors région. Et il vaut mieux dans certaines. Bon, il ne faut pas inciter les gens à raconter n'importe quoi, mais je crois que la distinction. Mais malgré tout, il faut. En tout état de cause, il y a eu un scoop. Cécile de Bénibus est polygame. Demain, toute la presse people va parler des vraies voies de l'emploi. Plus beau jour de ma vie. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant avec nos invités. On va vous parler, bien sûr, de l'emploi des seniors, parce que ça, c'est important. Et senior ne veut pas dire âgé, fini, terminé. Au contraire, on parle d'expertise. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver, bien entendu, pour les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny, entre autres, notre consultant expert. Et nos invités, puisqu'on va parler de l'avenir après les carrières militaires. Cet avenir est-il précisément une bonne raison de s'y engager, de s'engager dans ces carrières? Pour en parler avec nos invités, Philippe.
Le général Jacques Fonbonne, président de la SPA, désormais romancier, mais avant tout général de gendarmerie. Absolument. Bonsoir mon général. Merci d'être avec nous. On a un major avec nous, le major Christophe Carlier, chef du Centre d'information et de recrutement de Paris. Bonsoir, major. Bonsoir. Et avec nous, on a Clément Tétu, fondateur du cabinet de recrutement Pépite, spécialisé dans les recrutements d'anciens militaires. Avec un petit un petit préambule de Jérôme Laverny, justement, sur ses carrières militaires. On a parlé d'orientation il n'y a pas très longtemps. Il est précieux aujourd'hui de relier recrutement et reconversion. Recrutement et reconversion, parce que, et particulièrement dans cette très belle institution de la gendarmerie, mais d'une manière générale des forces armées, parce que pour le coup, elles permettent au gré d'un passage de pouvoir obtenir le diplôme le plus demandé aujourd'hui en France par les entreprises, c'est-à-dire le CAP, l'agrégation, le doctorat de savoir-être. Et c'est très important de relier Il y a un doctorat les deux aspects, reconversion et recrutement. Pourquoi ? Parce que c'est très important aussi de donner ce message vraiment porteur d'enthousiasme et de positivité à des jeunes et à des parents, qu'au moment de s'engager dans une carrière, eh bien, ils ont la possibilité de pouvoir s'engager au long cours et avec de très vastes horizons, quitte à revêtir au gré de multiples casquettes ce que le général porte comme un véritable sombrero. Ce n'est plus une casquette pour le général, c'est un sombrero. Donc en fait, faire un passage dans les forces armées, eh bien c'est se préparer, c'est obtenir quelque chose. C'est vraiment un passage qui peut être un passage au long cours et définitif, mais qui peut être un passage, une passerelle vers d'autres horizons. Et il est précieux qu'on ait le général ici pour nous dresser un panel et un formidable paysage de ces vastes horizons. Et qu'est-ce que vous lui avez fait, général Je sais pas. Il est amoureux. Il n'y a pas longtemps que je suis fonboniste. Je pense qu'il veut les étoiles sur son uniforme bientôt. Je pense. Je vais le retrouver. Mais moi, je voulais commencer par le major Christophe Carlier. Vous êtes chef du Centre d'information et de recrutement de Paris. Les qualités, finalement, pour rentrer en gendarmerie et les qualités que finalement on arrive à obtenir en sortant de gendarmerie, c'est quoi le lien entre les deux ? En fait, ce qu'il faut vraiment savoir, un jeune, il va intégrer la gendarmerie. C'est un statut donc militaire. Donc, si vous voulez, c'est très structurant. Donc, il faut déjà rentrer avec un peu cet état d'esprit de se dire que je vais rentrer dans une institution. Esprit de corps. Un esprit de corps. Exactement. Où il y a une hiérarchie militaire. Donc ça, c'est extrêmement important qu'un jeune soit pleinement conscient qu'il va intégrer une institution qui fait partie des métiers en uniforme. Ça, c'est un oui. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a cet esprit de disponibilité, parce que la gendarmerie, vous le savez tous, c'est en tout lieu et en tout temps. Donc il est impératif qu'un jeune puisse savoir clairement là où il met les pieds et se projeter. Donc il a au moins ces deux qualités. D'accepter la rigueur. Oui. Ça fera sans aucun doute un très bon gendarme. Alors, votre recrutement, il est formidablement passionnant parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas recruter des gendarmes avec un peu d'expérience auxquels vous en donneriez une plus grande. Non, c'est foutu. Il faut que vous recrutiez des gens que vous allez former sur le tas, sur le terrain, comme on en a vu il n'y a pas très longtemps, l'expertise avec quelqu'un qui met en place une formation en situation de travail. Donc ça veut dire que tout d'un coup, vous êtes véritablement un lancement de carrière. Autre chose très intéressante, et Major, la question s'adresse, quels ont été les autres métiers que vous avez exercés au sein de l'institution de la gendarmerie ? Alors, on a une très grande diversité en gendarmerie. Si vous voulez, on peut rentrer pour occuper des postes très opérationnels. Je crois qu'il y a 140 métiers dans la gendarmerie, si je ne m'abuse. Il y a même plus de 350 spécialités. Donc, un gendarme peut donner un vrai sens à sa carrière en fonction de ses aspirations, bien évidemment, mais en fonction surtout des besoins qu'a la gendarmerie. D'accord ? Général Fonbonne, est-ce que le profil des personnes qui s'engageaient dans la gendarmerie pour atteindre le grade de général, il faut y avoir passé un certain nombre d'années, a évolué avec le temps ? Pas tellement. Il y a davantage de gens qui étaient étudiants, qui avaient le bac, 1 année, 2 années de fac par exemple, qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années où on avait davantage de gens qui avaient des BEP, qui avaient des CEP, des CAP, et qui avaient peut-être davantage d'expérience de la vie.
Moi, je pense que c'est quand même un vrai engagement et pas un engagement par défaut. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Ceux qui voient de la lumière et qui rentrent restent pas longtemps parce que c'est, comme le disait le major, c'est quand même assez contraignant. Les horaires, on est militaire, donc il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de, on regarde pas la montre. Le principe, alors moi j'ai fait surtout de la police judiciaire, mais c'est pareil partout. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini, on rentre pas à la maison. On finit parce qu'on a un go fast qui est parti. On partait en vacances le matin. On donne les clés à sa femme et on dit tiens, je te rejoins à Palavas, j'y vais. Donc c'est un véritable engagement. Je pense que les gens qui sont pas faits pour ce métier s'en rendent très rapidement compte, parce que le cadre est contraignant, parce qu'il y a une vraie discipline. Il y a un apprentissage effectivement de savoir-être qui est le socle. Moi je pense que la qualité principale pour ce métier, c'est la loyauté. C'est la loyauté vis-à-vis de ses chefs. Je disais toujours, il y a deux personnes auxquelles on ne ment jamais, au magistrat et à ses chefs. On ment pas à son chef. On se fait engueuler un bon coup. Et à sa femme. On se fait engueuler un bon coup quand on a fait une connerie, mais on s'explique à la maison. Ouais. La loyauté, puis c'est la loyauté vis-à-vis du public, c'est-à-dire vis-à-vis des citoyens, à partir des impôts desquels on est payé. Donc on est quand même là pour un véritable service public et les choses doivent être transparentes. On n'est pas là pour être aimable, on n'est pas là pour faire plaisir, mais la rigueur de l'uniforme, je pense, aide beaucoup. La rigueur militaire aide forcément beaucoup, parce qu'on est forcément vu, on est forcément observé. Quand on est en uniforme, on fait forcément davantage attention, parce qu'on est tout de suite la cible de ce que l'on est. On est toujours victime de son costume, quel qu'il soit. Ouais. Et je pense que cette loyauté, si on l'accepte au départ, elle sert partout. Vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis des magistrats qui sont les employeurs, notamment pour la police judiciaire, vis-à-vis de ses chefs et vis-à-vis du citoyen, parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'État sans loyauté. Mais alors, est-ce que ces valeurs, une fois qu'on quitte l'uniforme, une fois qu'on le laisse dans l'armoire, est-ce qu'elles restent au point qu'elles sont à ce point valorisées sur le marché du travail dans les gens que vous accompagnez, anciens militaires Clément Tétu? Complètement. Bien dans le micro. Ouais. Sûr. Donc, complètement. Et tu vois, ils obéissent très bien. On sait bien le faire. On dira vos ordres. Et je pense qu'il y a vraiment deux points dans ce que vous avez dit qui sont beaucoup appréciés par les DRH et les entrepreneurs avec lesquels on travaille. C'est la première chose, c'est le sens de la mission. Lorsque nos clients font appel à nos talents, c'est qu'ils sont parfaitement convaincus et surtout rassurés du fait que lorsqu'il y aura un projet à réaliser, lorsqu'il y aura des échéances, et bien que tout cela, que la personne mettra tous les moyens nécessaires pour arriver à l'objectif. Et la deuxième chose que vous parliez de loyauté, j'irais même plus loin, c'est une notion de cohésion d'équipe. On travaille ensemble au sein des différentes armées, et c'est ce qui va être attendu par les entreprises, qui plus est à une époque où on parle beaucoup de fidélisation des collaborateurs. Et donc là, ce qu'apprécient finalement nos clients, c'est le fait que d'avoir des managers qui demain vont réussir à fédérer leurs équipes autour d'un projet commun, en finalement gommant certaines individualités pour avancer avec un groupe. Mais Clément Tétu, on a l'impression qu'aujourd'hui, le travail, c'est d'abord, on veut s'amuser, le travail, oui, ça passe en second lieu, et on a l'impression que pour les militaires, quoi que vous fassiez, c'est un engagement. Encore une fois, on sent l'aspect du sens de la mission et de l'engagement, et c'est pour ça que le sujet de la reconversion est d'autant plus critique, parce que un militaire va aussi chercher à devoir être encore plus, voire plus stimulé après sa carrière militaire dans le monde de l'entreprise. Formidable leçon administrée là, tout un tas d'institutions. Je ne les nommerai pas pour être pas disgracieux, mais enfin, quand même, lorsqu'il s'agit d'encadrement de personnel en l'espèce, on n'a pas donc besoin de recourir au terme de manager pour aller chercher dans une autre langue ce que l'on a déjà. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il n'y a pas de manager-chef, de sous-manager, de colonel-manager. Tiens, et si ces institutions-là n'étaient pas dans la capacité d'administrer donc une formidable leçon de management qu'il conviendrait d'appeler tout simplement d'encadrement. Eh bien, restez avec nous, on revient dans un instant sur ces belles paroles. C'est très poétique, dites-moi, Jérôme Laverny. Oui, vous êtes amoureux? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. En tout cas, on vous parle de l'emploi et bien entendu les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny et nos invités, tous des militaires. Et je peux vous assurer qu'il y a une ambiance ici, c'est canon. Allez, à tout de suite. Jérôme Laverny. Restez avec nous jusqu'à 20h avec nous. Le major Christophe Carlier, chef du centre d'information de recrutement de Paris. Clément Tétu est avec nous, fondateur du cabinet de recrutement Pépite, spécialisé dans la reconversion d'anciens militaires. Le général Jacques Fonbonne est avec nous, désormais président de la SPA et romancier, parce que il a du goût. Et notre nouvel invité Hervé Comissoli est avec nous, adjudant-chef de la gendarmerie, aujourd'hui avocat. Adjudant, bonjour monsieur.
Oui, bonjour. Merci, merci d'être avec nous. Juste Clément Tétu, je reviens avec vous. On évoquait cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, les gendarmes il y a beaucoup de gendarmes aujourd'hui qui se retrouvent dans la sûreté. Vous avez décidé de dire, non, il y a d'autres secteurs d'activité qui pourraient intéresser ces expertises. En effet, on a un parti pris au sein du cabinet, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour nos militaires qui quittent l'institution et donc de travailler dans tous les secteurs d'activité, sauf la sûreté et la sécurité. Et parce que beaucoup de militaires s'orientent vers ce type de secteur parce qu'ils n'en connaissent pas d'autres. Et finalement, ce mimétisme a parfois du moins bon parce qu'ils y vont par défaut et pas par choix. Et donc nous, on voit des succès au quotidien dans les secteurs comme le luxe, la grande distribution, le tourisme, l'hôtellerie, l'industrie. Et cela, ça va encore plus stimuler le gendarme ou l'ancien militaire que d'aller être dans la sécurité dans un environnement qui l'intéresse finalement pas tant que ça. Et Major Carlier, est-ce que finalement, à quel moment on fait la bascule entre le moment? Est-ce qu'il y a un âge pour faire cette bascule entre la gendarmerie et la vie civile? On peut pas vraiment le mesurer parce que c'est vraiment une décision vraiment très personnelle. Il y aura une vraie impulsion de l'institution, de la gendarmerie nationale, pour un jeune de moins de 26 ans qui aura déjà 4 ans de contrat chez nous, où on va se dire, voilà, il n'a pas réussi forcément un concours, que va-t-il devenir? Donc là, il va être engagé dans une démarche de reconversion. Donc pour ces jeunes, là effectivement, on va donner l'impulsion. En revanche, pour des gendarmes, des sous-officiers de gendarmerie ou même des officiers en gendarmerie, là c'est une démarche individuelle, personnelle, en fonction de ses aspirations et de son évolution au sein de l'institution. Hervé Commun-Soli, vous étiez adjudant-chef de gendarmerie, vous êtes devenu avocat. C'est toujours une profession juridique, un peu plus physique dans un cas, peut-être un peu plus intellectuelle dans l'autre. Comment fait-on la bascule entre celui qui arrête les voleurs et celui qui les défend au tribunal? C'était une boutade. Là, vous avez pris un raccourci assez intéressant. C'était fait. La bascule, elle se fait progressivement. La reconversion, c'est quelque chose qui se prépare. On ne fait pas une reconversion en 2 jours. Et ça prend plusieurs mois. Je dirais même que ça peut prendre même plus de 6 mois, voire 1 an à l'avance. Pour ce qui me concerne, moi j'ai fait une carrière d'une vingtaine d'années entre la marine et puis la gendarmerie. Ensuite, après quoi, j'ai continué pendant 10 ans à faire de la réserve opérationnelle. Donc effectivement, j'ai fini comme sous-officier adjudant-chef. Et j'ai fait 8 années dans l'industrie. Donc vous voyez, j'étais pas encore avocat. Et ce sont les opportunités, le fait aussi d'avoir les diplômes requis, et aussi la volonté de reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une reconversion, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire entre l'armée, la gendarmerie ou le monde du civil, et même au sein même du monde du civil, il faut avoir la capacité de repartir à zéro, d'avoir cette humilité et aussi... on vous entend plus. Petit problème de liaison. La volonté de faire des formations. De faire des formations. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Alors, je dois retrouver le son, oui. Général Fonbonne, voilà. vous êtes l'engagement, on en parlait tout à l'heure, l'engagement vers un autre engagement à la présidence de la SPA, cette bascule finalement, vous auriez pu très bien arrêter et rien faire du tout, mais vous vous êtes dit, voilà, il faut que je m'engage encore quelque part. Alors déjà psychiatriquement, j'étais incapable d'arrêter. Je suis incapable de faire une seule chose à la fois et d'arrêter. Non, puis mais plus sérieusement, je pense que j'avais déjà pas envie d'avoir un chef, même un grand, même dans un emploi extrêmement bien rémunéré. J'avais plutôt envie de servir une cause. Donc je savais que quand je quitterais la gendarmerie, je serais resté 10 ans de plus. Ils m'ont vraiment jeté dehors. Je suis vraiment parti atteint par la limite d'âge, mais j'avais envie de servir une cause. Et ce que je retrouve un peu, c'est ce qu'on disait à l'instant, dans cette maison, c'est que les gens, évidemment, viennent là pour gagner leur vie, pour élever leurs enfants, etc. Mais il y a quand même cette petite dimension supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des animaux en détresse, il y a une situation de protection animale dans laquelle il faut intervenir. Personne regarde la montre, personne regarde si c'est vendredi, si c'est samedi, si c'est dimanche, tout le monde y va. Je retrouve un peu cet élan, je retrouve un peu cette chose qu'on trouvait dans la gendarmerie, alors peut-être particulièrement dans la police judiciaire, parce qu'il y a une dimension de recherche, il y a une dimension de chasse, il y a une dimension de comment dirais-je, de croisement de chronologie. C'est maintenant qu'il faut y aller, mais il y a aussi, et vraiment, ce sens du service, et c'est ce qu'on disait dans les valeurs qui sont celles qui je pense,
structure les gens qui font ce genre de choix. Jérôme Lavergne. En cela que la vie est un roman et la vie professionnelle aussi, qui nécessite un peu d'imagination, dont on ne peut pas présager dans les premières pages. On ne sait pas comment les chapitres à venir vont être écrits, mais qu'il est précieux d'imaginer comme tel, parce que ça permet de ne pas avoir une pression, de ne pas, au moment de faire un choix, le recrutement, se dire il faut que je sache par avance quels sont les derniers chapitres du roman, parce que on ne sait pas comment cela peut finir, ça donne une certaine liberté à charge pour les personnes qui conseillent dans le recrutement, qui conseillent dans la reconversion, de s'associer à ce pouvoir d'imagination, d'écriture du roman pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Est-ce que c'est un critère justement de recrutement, de se dire que quand on a été militaire, petite ou grande carrière, forcément ils ont quelque chose de plus que les autres? C'est le lien avec la première partie de notre émission. On a parlé de discrimination et d'apparence. Immanquablement aujourd'hui, quelqu'un qui sort des forces armées, mais on pourrait dire la même chose des pompiers, eh bien va être doté immédiatement diplômé de l'agrégation du CAP, de doctorat, de savoir-être. Forcément, parce qu'il y a cette appétence de la part des entreprises d'un certain nombre de valeurs, à tort ou à raison, peu importe, de la même façon que pour toutes les autres discriminations, mais celle-ci est hautement positive. Le général Fonbonne disait, c'est une cause, la SPA. Est-ce que quand un militaire se reconvertit, Christophe Clément-Tétu, il cherche une cause avant tout? Alors, une cause toute bête en entreprise, c'est celle du client. Et le simple sens du service client est quelque chose de très important. On travaille beaucoup dans la grande distribution, par exemple. Et les militaires qui travaillent en magasin, qui gèrent des rayons, qui gèrent des points de vente, le fait de pouvoir servir la cause, de pouvoir servir un client, c'est un élément qui va le rassurer et le rendre fier finalement de sa mission. Ah oui, c'est quand même extraordinaire. Et c'est pareil, quand on devient avocat, c'est pour une cause, la cause défendre la veuve et l'orphelin, Hervé Comensoli. Oui, absolument. Enfin, quand on devient avocat, on a le même sens. J'ai entendu tout à l'heure dans l'émission le terme de loyauté, d'engagement, etc. Quand vous embrassez la profession d'avocat, que vous mettez la robe, vous êtes regardé de toutes parts. Donc vous avez un devoir de tenue, vous avez un devoir de comportement envers les magistrats, mais aussi envers vos clients. Et ça, c'est très important. Effectivement, vous défendez la veuve et l'orphelin, mais c'est un engagement, quoi. C'est une réelle volonté. Et ces valeurs-là, quand vous les avez acquis dans l'armée, ça vous reste. Major Carlier, juste le mot de la fin, de voir toutes ces reconversions de gens, de personnes, de personnalités issues de la gendarmerie et de réussir aussi par l'élan gendarmerie à devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une fierté pour la gendarmerie? Alors oui, on est fiers. Alors ça va vous paraître bizarre. Moi, je les recrute pas pour les faire sortir, mais c'est toujours très intéressant que la gendarmerie propose cet accompagnement vers la sortie. Donc je trouve que valoriser cette sortie dès l'entrée en étant recruté, notamment sur ces gendarmes adjoints volontaires qui ont un contrat de 6 ans maximum, c'est franchement valorisant. Ce qui est passionnant, c'est qu'au sein de la gendarmerie, il n'y a rien qui a laissé présager ni préparer qu'on soit futur consultant recrutement, président de la SPA. C'est donc bien qu'il y a peut-être à la clé une petite valeur au travail, mais il me semble qu'on va en parler prochainement. Absolument. On va en parler prochainement. En tout cas, merci beaucoup, Major Christophe Carlier. Merci Clément Tétu. Merci Général Fonbonne d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Hervé Comensoli d'avoir été avec nous. On aurait pu vous parler pendant des heures. Malheureusement, le temps court. Et le temps court avec Yvan Cujoux. C'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Oui, arrêtez de chanter, ça va pleuvoir. Mais je vous permets pas. Oui, il chante très bien, notre Yvan. Qui sont les invités du Loft Music? Oui, je suis maître chanteur aussi. On a hâte. Nous avons la chanteuse emblématique d'un groupe que vous connaissez, Hyphen, qui a été notamment récompensé aux Victoires de la musique en leur temps, et puis qui ont été choisis pour une chanson qui a été l'hymne officiel du championnat d'Europe, la Coupe d'Europe de football féminin cet été. Et nous aurons également un virtuose du violon, directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, chef d'orchestre, pédagogue, violon solo. Il s'appelle Gilles Colliard. On parlera de la plus célèbre symphonie de Dvorak, dans une version inédite qui a été jouée en mai dernier. Et pas de chant militaire. Bon, non, pas à cette heure-ci, pas encore, mais ça peut venir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Eh bien, bonne émission. Et juste après Jacques Pessis, et demain matin, Benjamin Glaise et le Grand Matin Sud Radio. Et nous, on vous retrouve avec Philippe à partir de 17h demain. Salut.